Laissons-nous guider par l'impératif de former des jeunes aptes à construire notre pays. Good morning, good afternoon, good evening, depending on the time you are watching. Welcome to this new edition of Youth Empowerment on PRC TV. Today we are addressing an issue that increasingly concerns families, schools, neighborhoods, and public authorities: juvenile delinquency, deviant behavior, and incivility among young people, a situation many consider or describe as having reached a red alert. From acts of incivility in our communities to violence, drug abuse, harassment, and attacks on authority figures in schools, the warning signs are multiplying. This is the concern that we'll be discussing this afternoon on PRC TV. What explains this rise, and most importantly, how can we respond collectively in our society? To set the context, we are joined in this set by experts, which I will plead with you, Constant, to present. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, amis téléspectateurs. Audray l'a dit, nous parlons aujourd'hui dans le cadre de cette émission de Dynamiques Jeunes, de délinquance juvénile, comportements déviants et incivisme. Tous ces phénomènes ont donc atteint la cote d'alerte. Pour nous aider à comprendre le pourquoi de la ligne rouge aujourd'hui, nous avons sur notre plateau des représentants, tous font dans le domaine du social, qu'on soit dans l'éducation ou même dans l'anthropologie. Je voudrais directement me tourner vers Professeur Paul Abouna, qui est anthropologue et chef de département d'anthropologie à l'Université de Yaoundé 1. Bienvenue sur le plateau, professeur. Merci, bonjour, merci de m'avoir convié à cet échange. Voici donc, d'abord, avant de commencer, qu'est-ce qu'on fait de façon concrète quand on parle d'anthropologie? De quoi est-ce qu'il est question? L'anthropologie est l'étude de la diversité culturelle humaine. C'est-à-dire c'est la science qui étudie les solutions humaines aux problèmes humains. Et comme tous les hommes n'ont pas les mêmes problèmes, les solutions qu'ils inventent varient dans le temps et dans l'espace. Vous avez par exemple le problème de la faim et la solution c'est l'alimentation. L'anthropologie alimentaire va donc étudier les systèmes alimentaires dans l'espace et dans le temps. Comment ça se passe ici au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en France, et ainsi de suite. On a ici un thème qui dit délinquance juvénile, comportements déviants, incivisme, code d'alerte. Là, c'est dans la sociologie, mais on peut parler d'anthropologie comportementale. Ça, c'est dans l'anthropologie fondamentale. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une sous-spécialisation de l'anthropologie qui est ballottée autour de deux concepts: la personnalité de base et la personnalité modale. La personnalité de base, c'est quoi? C'est les mêmes traits de caractère qu'on retrouve au sein des individus qui appartiennent au même groupe. Moi, je suis Ekolle, par exemple. On va dire les Ekolle, voilà leur personnalité de base. Les Bayangé, voilà leur personnalité de base. Les Sawa, voilà leur personnalité de base. Alors, il est question ici de la délinquance, de la déviance et de l'incivisme. C'est une forme de personnalité de base qu'on retrouve au sein d'un groupe. Et à côté de la personnalité de base, il y a la personnalité modale. C'est-à-dire quelles sont les institutions qui moulent les individus de sorte qu'ils aient le même comportement. Sur ce qui est du cas spécifique du Cameroun, vous avez par exemple 7 ministères. Le ministère de la Famille, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Jeunesse, le ministère des Sports, le ministère des enseignements primaires, enseignements secondaires, enseignements supérieurs, ça fait 7. Vous avez l'Institut national de la jeunesse. Vous avez la société civile, le Conseil national des jeunes. Vous avez les églises. Moi, je suis par exemple catholique. Vous verrez qu'il y a une compartimentation des messes, la messe des jeunes. Vous avez les partis politiques, les instances réservées aux jeunes. Vous avez la famille. Vous avez un faisceau
d'institutions qui ont en charge de mouler la personnalité de base de l'enfant. Pour ce qui est du cas spécifique du Cameroun, sans être aussi alarmiste que vous, c'est juste pour vous comprendre à cerner le problème, on peut se poser la question suivante. Comment se fait-il que, malgré autant d'institutions qui consistent à mouler la personnalité de base des enfants, qu'on se retrouve avec un tel niveau, un tel essai pathologique de délinquants, d'enfants déviants et d'enfants inciviques? Merci pour ce propos introductif, professeur. Nous allons, puisque vous avez parlé des institutions, tout cet armada de structures qui sont là pour l'encadrement de l'homme, nous allons nous tourner directement vers quelqu'un qui vit au quotidien, très certainement, avec ce genre de personnes, des personnes qui, telles ce que vous appelez ici des pathologies un peu inhumaines. Merci, directeur, M. Divine Mabele Abangma. Vous êtes le directeur de Borstal Institute de Buea, c'est dans la région du Sud-Ouest Cameroun. Merci d'être avec nous. Thank you very much for inviting me to this debate. And I want to say that delinquency is something that is noticed everywhere nowadays, and it is a common phenomenon in Cameroon. And when we ask the question, how did we get here? You begin to see how we can already struggle to identify the causes of all of this, which will be elaborated in the course of this program. I run a center dealing with delinquent children in moral danger, socially maladjusted children, so that we can train them and modify their behavior, because ours is behavior modification. That will make the child pick up or regain his personality again and get reinserted back to the society, so that he will be, instead of being a destructive element in the society, he will be more of a contributor to the development of that society. Très bien, voilà un peu pour l'histoire de cette institution. Elle a fait son temps et continue d'être là. Parlez-nous un peu de cette institution, de Borstal Institute of Buea. Thank you very much, Ekolle. The Borstal Institute historically was created in 1965 by a British prisons superintendent. And at the time, during the British mandate, when the British had control over the southern Cameroons, so this British superintendent created this part of the central prisons of Buea at the time to separate the minors from the adults, because they noticed that there was a lot of intoxication that goes from the adults to the minors. So to separate them, they needed to create a separate prison for these minors. And most of it was created with the intention of harboring minors who are in conflict with the law, so who are judged in courts and sentenced to prison. So they cannot be mixed up, because in those days there were no centers for protection of minors. So in 1973, the presidential decree number 73/115 of the 22nd of March 1973 by the former President Madu Ayijo, His Excellency, created the Borstal Institute and made it not as an incarceration center this time, but transformed it to a child protection center this time, because they know that the minors may not be responsible entirely for their delinquency. So we need to guide them in a very corrective manner so that they regain their personalities. So that is how the Borstal Institute was created and transformed into a public institution for the re-education and re-socialization of delinquent children, minors. And we in the Borstal Institute, we accept only male minors. Male minors. But why? Because at the time they believed the delinquency was usually more from the male sex, and the female child was more or less more closer to the mother and the family, and so on. So we take children from the ages of 12 to 17. That is the period when a child starts developing a personality and can do a lot of things and go scot-free. And the child may delve into issues that are punishable by the law. So we receive also children that are sent to us through referrals from the law courts when a child is judged and sentenced to imprisonment. But by dint of his minor age, he cannot serve a prison term as per Article 80 of the Penal Code. So he has to be referred to a re-education center that we are for correction
and preparation for reinsertion into normal social life. Très bien. À côté de vous, c'est toujours une structure d'encadrement, mais là, on est dans l'enseignement secondaire. Le lycée bilingue d'application de Yaoundé, qui est donc représenté sur ce plateau par Madame Nchitu, Kimbi, Emeld. Bienvenue sur le plateau, Madame. Thank you, Ekolle. Thank you for inviting me so that we discuss issues concerning juvenile delinquency, indiscipline, and incivility. Avant d'y arriver, la dénomination de votre institution, de votre établissement scolaire, interroge. Partout ailleurs, on a le lycée d'enseignement secondaire, lycée bilingue de Yaoundé, lycée technique de Yaoundé, lycée classique. Mais ici, on parle d'application. Oui. La plus-value serait peut-être dans l'application. Qu'est-ce qu'on y fait? En quoi est-ce que votre établissement est différent des autres? Yeah, GBPHS Yaoundé or LBR, Tuku, because it's the only practicing school in the whole of this country. Yes. That school, if you see where it is located, it started by CBA, that's College Bilingue d'Application, GSS. And it was upgraded to GBPHS, Government Bilingual Practical High School, from CBA to LBA, Lycée Bilingue d'Application. Now, you know, it is the only practicing school in the country. Why only practicing school? That school is attached to the Ekolle Normal, the teacher training college. So it is because when you hear about a practicing school, it is where teachers on training come to practice. Yes, you leave from the theory to practice. Because in the secondary schools, what we do is teaching. So when a teacher has information, the student teachers, they have to come and practice where the authorities will observe them and recommend them or reject them. Because when a student teacher is sent from Ekolle Normal, remember the location, for those who know Enam, the school is situated in a strategic place where you have the National Assembly, share boundary, the National Assembly with Ekolle Normal and with Enam. So it is located at that place because especially near Ekolle Normal, so that students should not strain. Student teachers on training should come and do their practice there. So that school was meant particularly for all those who are trained in the student teachers who are trained in École Normale Supérieure Yaoundé. Aujourd'hui, votre école semble un peu tourner vers ce qu'on appelle ça vocational training. Parce que la dernière fois, nous avons visité, nous nous sommes rendus compte que vous avez également lancé dans l'entrepreneuriat. Yes. You know, the head of state, His Excellency President Paul Biya, in his effort to curb unemployment, he himself, when he came to power in 1986, he was talking about 1982, 6th November 1982. Yes, he came to power on the 6th of November 1982. He has been trying to, you saw him in the pineapple farm, he himself trying to work. So with the economic crisis, he asked teachers particularly to get into the farm so they can substitute. We're even talking about import substitution today. Yeah. When you make an extra effort to work. So like you said rightly, in my school, as you say, it's turning into a vocational center. General education today doesn't have much, but we're talking about practical. What can you do? Not what certificate do you have. There's so many people, PhD holders, loitering around. They can't do anything. They have nothing to offer. They cannot even help themselves except going around trying to look for teaching opportunities left and right. But I don't see how much teaching actually yields than agriculture. If you go into agriculture, that's in my school, the students are taught how to nurse and plant cocoa. If you go there now, you see the cocoa bearing fruits. They plant cassava and transform cassava into finished products like gari, like, what do they call it? Gari, you have water fufu, you have impounded yam with cassava, pounded cassava, and all of that. Once you have that food in the house, you spend less to buy maybe oil and prepare to eat. Otherwise, you have been buying the oil and buying cassava. And maybe buying only gari when they have already produced, so it becomes higher. Because the input and the output, it counts on that the person who does it. So we're trying to make our students useful citizens in the country. Not dependable students, but independent students. Okay. Who after school will be able to utilize what they can do what they have learned from school. Because they're not coming, so that they know that they're not coming to school to waste their time, only learn English language, French. Now we're talking about Introduction, Audray. yes. Now we are talking about juvenile delinquency, deviant behavior, and incivility. Yeah. Red alert. What do you understand by that? Yeah, you know, when they talk about juvenile delinquency, incivility, and deviant behavior, we are talking about activities by the youths which are out of the norm. For example, when we keep students in school, sometimes they have free periods.
And during those free periods, we have manual labor. So you don't allow them to go around straying. When you put them in the garden, they are occupying themselves in a useful manner. The period they would have been maybe distracted, trying to fight and all of that, they'll be working in the farm and they know why they are working and they know how that family will help them. Now, a child knows, normally all schools, like my school, have the school rules and regulations which are renovated every academic year. The delegation expects it by June, so before we go on holidays, we give the school rules and regulations. And the delegate visits it, approves or asks you to do corrections. Now, those school rules and regulations are like a Bible to the school, to the students and the teachers and the administration alike. So a child knows that in GBPHS, on the LBA, the shoes you wear white socks inside completely black shoes. You wear for the boys a khaki brown up and down trouser and a jacket. For the girls, you wear a blue blue gown with a belt. Okay. And we emphasize, if you wear that blue gown without a belt, you are not recognized as a student of LBA. You are also expected to wear a badge. So that if something happens to you on the way, like it can always happen, a child can fall sick on the way, they can be able to identify that student from the badge of the school. Then they can be able to call the principal of the college. Yes, so juvenile delinquency is just moving away from the expected norms into other activities, bad activities. And sometimes these children are influenced by others. Okay. Especially when they're idle. All right. That's why in my school, we make sure that the timetable is well drawn. We give time for break so that students can go and relax and they even go and play because all work without play, they say, makes Jack a dull boy. Yes, so I think that... All right, thank you. I think we'll take a break and come back after this. Welcome back, ladies and gentlemen. If you are watching us, we are discussing about juvenile delinquency, deviant behavior, and incivility. Red alert. Juvenile delinquency is increasingly becoming a topic of concern in our country. Some young people are engaging in behaviors that severely undermine public morals, prompting public opinion to question the causes of this moral decline at the very heart of the national education system. Alain Patrick Fouda took a closer look at this issue. Here is his report. Au feu, les pompiers, nos valeurs morales se brûlent. Et dire que l'un des théâtres de cette incinération à ciel ouvert, c'est l'école de la République. Eh bien oui, les établissements scolaires du pays proposent au grand public des faits divers pour le moins stupéfiants. L'un des derniers en date, c'est cette vidéo devenue virale d'une élève de terminale D au lycée bilingue de Makba dans le Noun, à l'ouest. L'image montre le sang-froid, mais peut-être aussi le sang chaud d'une adolescente qui semble n'avoir peur de rien ni de personne. Un autre événement scandaleux a défrayé la chronique le 13 janvier dernier à Berthois. 24 élèves, dont 14 garçons et 10 filles, majoritairement mineurs, ont été pris en flagrant délit d'orgie sexuelle dans le domicile familial de l'un des protagonistes. Une affaire qui se passe de tout commentaire. À Douala, enfin, un fœtus a été découvert dans les toilettes d'un lycée de la place. Une élève, après avoir fait une fausse couche, y aurait abandonné dans la panique, selon la presse. C'est un tableau effrayant qui, pour certains observateurs, est la conséquence du décrochage des parents d'élèves. Les parents aussi démissionnaient. Ce phénomène s'explique aussi. Je vous ai dit, nous sommes entrés dans une société, la société néolibérale, capitaliste. La recherche du pain quotidien est devenue si préoccupante pour les enseignants, pour les parents, je veux dire, que la plupart ont manqué le temps de s'occuper de leur progéniture. Oui, et à un moment donné, les deux parents doivent aller travailler pour joindre deux bouts. Dans ce cas, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Des enfants et des adolescents abandonnés à eux-mêmes qui se laissent emporter par le courant scabreux du numérique. Un univers où les modèles autoproclamés façonnent les comportements, parfois au détriment de la morale. Il y a un phénomène aujourd'hui qui prend de l'importance.
le phénomène des influenceuses ou des influenceurs. Vous voyez, beaucoup d'élèves rêvent d'être des influenceurs. Et les influenceurs utilisent justement les réseaux sociaux pour soumettre au principe de publicité un certain nombre de comportements qui parfois relèvent de l'intimité. L'enseignant n'est plus pour l'élève ce modèle qu'il doit suivre. L'enseignant n'est plus ce modèle qu'on doit écouter attentivement. Voilà pourquoi le message que les enseignants transmettent aujourd'hui, qui porte aussi le respect de la moralité publique, ce message n'est plus audible. Face à cette situation, la République est en alerte. Les experts croisent leurs arguments sur les plateaux de télévision et dans les colonnes de journaux. Certains parlent de refondation de l'école, d'autres convoquent la réhabilitation du bâton, radié de son duo emblématique avec la carotte. Je me souviens, nous, quand on faisait l'école primaire, quand on nous donnait le devoir à faire à la maison, on sait que si le matin, je me présente à l'école devant le maître, devant l'enseignant, sans avoir fait mon devoir, j'ai au moins 15 coups. Et du coup, quand je pense que on va me fouetter, j'oublie. Bon, bref, je vais tout faire pour faire mes devoirs. Mais aujourd'hui, quand je sais que le fouet a disparu, bon, je me dis que, même si je fais mes devoirs ou pas, on ne va rien me faire. Bon, mon plaidoyer, mon souci, mon avis, c'est que ces enfants puissent changer. Mais pour qu'ils changent, il faut qu'on revoie les règles de jeu, les règles d'encadrement de ces enfants. Tout compte fait, la chaîne de responsabilité est longue. Mais une chose est certaine, la question de l'encadrement et du suivi des adolescents demeure la clé de cette équation. Et peut-être aussi la création de nouveaux modes de correction assortis à la promotion du mérite. Le but, resanctuariser l'école et la formation scolaire avec l'espoir que les élèves et leurs parents prendront conscience des enjeux de leur exemplarité pour le plus grand bien de la République. Professor, you've just watched that report. Does it correspond to our reality in Cameroon or is it an exaggeration? Oui, peut-être, avant de répondre directement à votre question, je voudrais qu'il me soit accordé de dilater les définitions que Tout à fait. la collègue sur... Vous avez 3 concepts. Vous avez la délinquance, vous avez la déviance et vous avez l'incivisme. C'est les 3 concepts qui sont échelonnés. Je pense que le plus grand en termes de production du mal, c'est la délinquance. Parce que les actes de délinquance sont des actes qui sont concrets à la loi, c'est-à-dire au code pénal, au code civil. Si vous donnez la mort, c'est un acte de délinquance. Et cette délinquance-là, elle est juvénile lorsqu'elle est portée, lorsqu'elle est véhiculée par les jeunes. Parce qu'il existe aussi la délinquance civile. Donc, et maintenant, la déviance, elle a une connotation beaucoup plus morale et sans véritablement une coercition. Si vous êtes, par exemple, sur un plateau de télé comme celui-ci, je serais peut-être un peu grossier. Si vous faites un paix, c'est un acte qui ne relève pas de la délinquance, mais c'est un acte de déviance. Un acte de déviance. Et l'incivisme, ça vient de la cité. La cité, parce que dans la Grèce antique, ceux qui vivaient dans la cité étaient gouvernés par un certain nombre de lois. C'est-à-dire la cité, ça correspond à la ville aujourd'hui. Donc l'incivisme, c'est les comportements qui ne sont pas connivents aux règles de vie en cité. Si vous traversez par exemple la route, là où il ne faut pas le faire, c'est un acte d'incivisme. C'est-à-dire vous ne savez pas vivre en ville. Donc voilà un peu. Bon, pour revenir donc directement à votre question, pour dire que il ne faudrait pas que nous soyons alarmistes. Il existe des actes de délinquance, de déviance et d'incivisme au Cameroun. Ces actes, on les retrouve également ailleurs. Si nous faisons comme s'ils n'existaient pas ailleurs, parfois dans des proportions beaucoup plus alarmistes, nous serons un peu masochistes. On ferait dans l'autoflagellation. Pour dire que dans notre société, évidemment, il y a ces actes-là, mais ils existent à des proportions qu'il faut apprécier à leur juste valeur. Si je prends par exemple le cas du lycée bilingue d'application, je ne pense pas que vous aurez une proportion
de 10% ou de 20% d'élèves avec des comportements déviants. Cela ne revient pas à minorer le phénomène dans notre pays et qui fait parfois en sorte que ce pays-là soit mal classé à l'échelle internationale. Si vous regardez par exemple les données on appelle ça Global Peace Index, c'est-à-dire l'indice global de la paix, vous verrez que le Cameroun arrive en 4e position en Afrique, ce qui n'est pas juste. Le Cameroun, c'est la 137e position à l'échelle mondiale, ce qui ne correspond pas à la réalité. Je pense que ces actes-là existent, mais il faudrait également distinguer 2 ordres de choses. La réalité empirique dans laquelle et je parle en tant qu'ancien d'université de Yaoundé, c'est 90 000 étudiants. Et je crois que ces derniers temps, vous n'avez jamais entendu qu'il s'est passé. Donc, c'est vraiment... Et il y a des amplifications au niveau des réseaux, au niveau des réseaux sociaux. Et je partage également l'avis du collègue que j'ai reconnu, le sociologue, qui parle de la certitude de la loi. La certitude de la loi. Les lois existent dans notre pays, mais la certitude de la sanction n'est pas là. C'est-à-dire que les actes de déviance, d'incivisme ou de délinquance ne s'accompagnent pas toujours des sanctions et de communication autour de ces sanctions-là. Donc, je voudrais vraiment nuancer mon propos pour dire que c'est un phénomène qui existe dans notre pays, mais à des proportions vraiment contrôlées. Il faudrait également dire que nous allons certainement y revenir. Lorsque vous documentez les actes de délinquance, les émeutes qu'on a connues en 2018, les émeutes qu'on a connues tout récemment après l'élection présidentielle, il faut identifier les enfants qui sont arrêtés. Vous verrez que beaucoup de ces enfants-là ne sont même pas parfois des Camerounais. Si vous allez à l'Est, on va vous dire qu'ils sont de telle ou telle nationalité. J'évite tout simplement de les désigner cela. Et puis, lorsqu'on calcule le GPI, le Global Peace Index, là, mais on ne se rend pas compte que le Cameroun est entouré des pays à comportement délinquentiel. Et nous aidons plutôt les autres à résorber ce problème-là, et au point où on nous indexe des données qui ne correspondent pas véritablement à la réalité. Je suivais l'actualité à part de cela 2 ou 3 jours. Il y a un enfant en France qui a tué son enseignante. Bon, je m'excuse de citer ces pays-là, mais je crois qu'ailleurs, vous verrez des taux de délinquance et de criminalité juvénile élevés. All right. Okay. Mr. Abangma, sorry. Is it a reality in Borstal Institute? You've been seeing children coming from different backgrounds with different cases. With what we've just watched, does it really correspond to our reality? Yeah, to an extent, I would say that what is being presented here is not far-fetched. Okay. It is true that those who probably witnessed or got affected by this delinquency could tell you a more grievous story about it. Okay. And the media is also amplifying it because especially the state of Cameroon is fighting against elements who are amplifying situations to give the impression that the state is stuck somewhere. But the reality of juvenile delinquency is an increasing phenomenon, just like any other country has this phenomenon. Before we go into saying whether it is adequate to qualify it like that, we should identify who is a juvenile delinquent, and then we see where we can situate the terms as they presented, as the sociologist has said here. Yes, a juvenile delinquent is a person who has not attained adult age, but who commits acts that are punishable by the law. Now, for deviance and incivility, which I globally say term as social maladjustment, this is a situation where a boy or a girl is involved in acts whose pattern of behavior is at variance with established principles of the society.
So this is where we find these two categories. And when it is increasing in a country, it's a cause for concern. No doubt, there is every government has the responsibility to address issues of the state that come to slow down the progress of the state. And the head of state, the President of the Republic, President Paul Biya, being a wise leader, takes a decision to focus essentially on women and children. He does this strategically because he knows what he's talking about. This is characteristic of visionary leaders that he is. All right. Madame le censeur, comment on vit ce genre de phénomène dans votre établissement? Comment on vit? Before I Garde de l'enseignement. Yeah, before I answer that question, I would like to comment on what my colleague and the director said concerning the reason why Borstal Institute recruits or admits only boys, because they consider the boy child as mostly the ones who had deviant behaviors. Yeah. Yes. And I remember when we were in primary school in those early days, no parent would send a child to a technical school because consider the children going to technical school were either boys or criminals. Yeah, so those who are not intelligent. But we see the reverse today. Just to come back to say that the girl child today is more delinquent from the one we have just watched. And we are in school every day. You see, if one person is to embarrass another, is the girls. A boy will stand in his quiet place, a girl will come and impress him. So, But what explains that? What is the reason why girls are turning? We are trying to see that though there are more girls today than boys, the boys sometimes, if you take care of them, they will be more responsible than the girls. So they need the care. Yeah, so we call them all the time, call them the disciplinary council, the guardian counselors are there. We send them there and talk to them. And so we try to advise them to change because, like they used to say, educate a woman, you educate a nation. And I'm certainly sure that that's why the head of state, His Excellency President Paul Biya, is talking about the youths and women. Because I know that one of the reasons that causes delinquency and all of that, it is poverty. Okay. It's poverty. That's why I think he's trying to recruit them. Like I said earlier, in my school, those children do those activities for manual labor and agriculture, and it occupies them. I think that one of the things they say, an idle mind is the devil's workshop. When you are idle, you think about only deviant things, especially when you are poor. Now, I come back to your question, how we handle these situations in my school. Yes. We have a team of surveillance generals and vice principals and even surveillance de sector. By surveillance de sector, I mean these PTA recruited personnel to assist the discipline masters because the discipline masters are not enough to handle each individual student. So what we do every day, there's a roster drawn for administrators to stand at the gates. We have two gates, one at the Ekolle normal, the other one at the main entrance behind the National Assembly. So every day we stand at the gate, every day from 6:30 to 7:45. Now what do? We check the students' bags. You will see knives in their bags. When we say knife, we have to remove them, of course. We remove knives. It's a reality. He comes to school, shows all the things. But do you ask them why they bring such weapons? Of course, after seizing, we summon their parents. So we should talk together because some parents, we blame them that they are, not that we blame them. Parents today, most of them are very irresponsible. Okay. Not willingly, but because they are also trying to make ends meet. The men in the morning, they are going to their job sites, the women are going to the market. Because the person in some markets at 5 a.m., you see people there hustling to buy and sell. They buy and sell them. So we call the parents. When you see knives, you see things like football in this bag that comes from some of them, you allow them. They'll come to school and play outside the whole day. So one of the school regulations prohibits playing before break outside or loitering even. So when you are seen, they call you. Gather the number of students, not every day, cannot be able to do that every day. And they call their parents, summon their parents, they come, we sit together and we read out the crime each child committed. Now, the parents they are really embarrassed. That non, à la maison, l'enfant c'est complètement différent de ce que vous dites là. Mon fils ne parle pas. Il apprend seulement. And it's true. Because when I'm really busy by the end of the day, I tell you cannot really control the children. So we call a disciplinary council. We talk about them. We punish the students. Yes, like we were talking about leniency the other day. We punish the children, but giving them lesser punishment, except it's really so serious that maybe you stab the child or you beat the child. With your teeth, you can infect that child. So we handle these things by controlling them from the gates. Even sometimes we do embarrass visits to the classrooms.
unannounced visits to the classroom where we search their bags, take their phones, because some will bring phones, even though it is prescribed to bring phones to school. But We it's still surprise them. Yes, they bring them. We seize the phones, and you see them sitting in class and watching pornography. So from time to time, we go around the classes. The surveillance general and the vice principals go. The discipline masters, mistresses, and vice principals go to the classes. And when you find that, what is We seize. you seize Immediately we seize. and you If- punish? Yes, even if you are seen, you don't punish immediately. Yes, you You seize. just try to understand. Yeah, and like you want the child to control learning, because the most important reason why schools are created is for children to acquire knowledge and to be taught. It's not all to be holistic education. So when we collect from others, we summon a council and they will publish a list, and we call the students together with their parents, because for a council, a disciplinary council to be successful, the parents must be there, the teachers, and then the parents of the PTA. When the case is so grievous, we have to dismiss the child. And the representative of all the parents must be there to sign that he was there when they judged this child and condemned him, and he was declared a persona non grata. You understand? So we do that together with parents. The PTA president signs. The parent signs. After you read the rule and the punishment that follows. Even if your child has to be dismissed. Yes. Okay. What you just said, I want to Professor to answer that, to highlight on us. The pupils or students who in their homes seem to be calm and in schools have decided to be other persons. What explains that? Oui, je pense que cette différence de comportement peut être liée à l'absence de vigilance. À l'absence de vigilance, d'abord au niveau de la maison, ensuite au niveau de l'itinéraire qui conduit l'enfant de la maison à l'établissement, également à l'établissement. Vous savez, je crois que l'un de vos reportages l'a suffisamment montré, certains parents ne sont pas suffisamment vigilants pour contrôler leurs enfants. Parce que quand vous contrôlez un enfant, vous ne pouvez pas être surpris par sa bipolarité ou bien par l'absence d'un certain nombre de traits de caractère que vous ignorez. Et puis, il est important que le parent contrôle le trajet de l'enfant. Vous savez, ces trajets-là sont parsemés d'embûches. Il y a des auberges, il y a des bars, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des adultes qui peuvent les y détourner. Et lorsque l'enfant est à l'école, il faut également que l'enfant soit contrôlé. Et puis, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les écoles primaires ou les écoles d'enseignement et même les universités, la mienne, sont cernées par une culture. Les enfants doivent être internés à l'école. Et bien évidemment, quand ils arrivent à l'école, il faudrait qu'il y ait un certain nombre de contrôles. Je passe toujours non loin de votre établissement et je vois les contrôles à l'entrée. On surveille les sacs, il y a une surveillance. Et puis, il y a une surveillance à l'intérieur même des salles de classe. Et je crois que les niveaux de surveillance sont échelonnés. L'absence de contrôle, pourrait donc expliquer cela. Le contrôle à la maison, le contrôle sur le trajet qui mène à l'école et le contrôle à l'intérieur de l'établissement. All right. Parlons un peu de l'incivisme, puisque tous les termes sont liés. Quels sont les aspects de l'incivisme qu'il faudrait élaguer de notre société? Je pense que les aspects, il n'y a pas un aspect majeur. Il ne faut pas distinguer des aspects majeurs, des aspects mineurs. L'insulte est un acte d'incivisme. La bagarre est un acte d'incivisme. Les actes de pédopornographie sont des actes d'incivisme. Bon, maintenant, s'il faudra peut-être les hiérarchiser, les échelonner, je pense qu'il faudra combattre des actes d'incivisme qui s'attaquent à la source de la vie, c'est-à-dire à la santé de reproduction. La santé de reproduction, vous avez les IST, vous avez le VIH-Sida, vous avez les grossesses non désirées. Parce que ces actes qui s'attaquent à la santé de reproduction tuent la jeunesse à la source. Imaginez-vous un enfant qui se retrouve infecté au VIH. C'est toute sa vie qui est sacrifiée. Des grossesses non désirées, il y a des filles qui sont condamnées au célibat du fait
des grossesses non désirées. Il y a des avortements clandestins. Donc, je pense que s'il y a un aspect sur lequel il faudrait vraiment mettre l'accent, c'est cet aspect-là. Et j'imagine qu'il va conditionner le reste. Vous savez que des enfants volent les téléphones, des enfants volent les bijoux des parents pour acheter l'amour de leurs camarades. Des enfants volent de l'argent pour acheter l'amour. Ils se font élégants pour acheter. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là sur lequel on devrait principalement insister. Et je crois qu'il y a quand même des efforts qui sont faits dans ce sens-là. J'ai plusieurs fois entendu, et je crois que c'est pratiquement systématique, les vacances sans sida. Et ce n'est pas un slogan. Donc, il faut s'attaquer à la santé de reproduction, mais il faudrait également s'attaquer aux actes d'incivisme qui ont pour support le téléphone portable. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous ne réinventons pas la roue. Certainement que nous y reviendrons. Donc, il y a deux actes importants. Il y a la santé de reproduction, tout ce qui fait intervenir le sexe, les organes génitaux, et tout ce qui fait intervenir le téléphone. Divine, yes. Sorry, just to add to what Prof just said. You know, dressing and control and behavior are part of this incivility. You know, for example, at CRTV or in some offices, I remember I went to the Ministry of Finance one day in trousers. They said, no, I should go and change. I came here, I had my slippers, and then they said, do you have shoes? You know, you have to dress decently when you're going to certain places. We are here on air. If somebody really looks at me, I am partly naked. It means that even at CRTV, what they're advertising about, when we were young, they were telling us that listen to news at CRTV, watch programs at CRTV, that's how you learn. We know there's a reference point now. You come there, somebody's naked or with a short trouser and sitting on the air. What are you teaching your children? So the parents come to school to intervene on their children's affairs. You see them poorly dressed with bras outside. So the dressing too, to me, is part of that incivility. And so your child sees that, no, if my mother is dressing it comes from the roots. From the roots, yes. And everybody should be concerned. Yes, you see a son dressed poorly. So they wear trousers behind you, you're moving with them in the streets. No, you go to your own place and I go to my own place. When you are correct. My son, for example, he left Bishop Rogan and came to GBHS Moya, where I was teaching. I was driving to school one day. I stopped at the gate and dropped him. And I entered, the colleague was asking me, is that your son? I said, yes, it's my son. So why have you dropped him there? I said, that man is a student in school. And he can sit behind my car with his driver and come with wrong trousers. No, I cannot come to control people's children. And my own son is a delinquent. Yes. So parents have a role to play, very serious role. Right. See their children sleep, see that they even sleep in the house. I remember some of those parents who are irresponsible. One came to school, we had seized a phone from a student. iPhone, what is iPhone 100 and what to? 800 and something thousand, that's what they said the price was. And the father came and said, no, the mother, sorry. I'm the one who bought the phone for the child. Can a normal parent go and remove 800,000 to buy a phone for the child? Is it only for digitalization or for something else? Have I used a phone with 500,000? Not talk of 800,000. So those are kind of incivility activities that we inculcate into the children, knowingly or unknowingly. Dans l'action, un alliage entre la délinquance juvénile et la délinquance sénile. Et le parent se fait donc complice de la délinquance de son enfant. Okay. Divine Abangma, Borstal Institute, you have a plethora of so many children who come from different backgrounds. What are the problems they come with? Yeah, before we get into those problems, we have to identify basically where this delinquency and social maladjustment comes from. And the exhibition of social maladjustment and juvenile delinquency has two phases. If it is exhibited by the child, there are two areas where the child picks up this delinquency from. Part of the cause are intrinsic. That is, the child himself builds up certain values about life. That is to say, the child wants, as soon as he gets to a certain age, he wants to quickly become autonomous in the house. He wants his independence. He wants facility in everything that he needs things free of charge. He does not want to work for what he has to have. The other part is extrinsic. That is factors that are not dependent on him, but influences from his environment. First is poverty of the parents.
Secondly, the inability for parents to pursue diligently with the education of the children. 3, the negligence of these parents, both at home and every other environment. There is also this aspect of peer pressure, where we have your peers influencing you to things. We want to do a circle in which we together go to Europe and live our lives now that we are young. There is also this phenomenon of the magic wallet, which I will also call the young money syndrome, where children want to get extraordinarily rich because they are being influenced by influencers on the information and technology mediums. Yes, so the information and technology have come to, these are environmental issues that come to influence a child. Now, the Borstal Institute has a plethora of these backlashes of the delinquency, and they come with a great majority of them. Just as I left Buea 2 days ago, my chief educator called me that one of the delinquent children that we recruited has broken the dormitory door. These are the issues that we deal with. But this is a child whose parents did not tell us during the reception interview that the child was violent when he gets to a certain thing. Now, in this situation, how do you prepare an individual intervention plan for the child if you, the parents, you don't tell us the truth about your child's behavior? That goes, what are the requirements in order to get to Borstal Institute? Now we are getting there. Now, the requirements, as I told you earlier, the type of children that we take. There is placement, which is judicial placement, and there is administrative placement. Judicial placements are placed by the courts, where a child is judged and good for prison, but has been referred to the center. So this placement order is done by the court. The placement order done administratively is done by the divisional delegate of social affairs that writes to us that he's placing this child in our institution. But before you come into the institution, you must go through a certain procedure. There is an application file that you compile, where you write an application to the Minister of Social Affairs. You include a social inquiry report, which is the technical document of every social affairs worker. The social worker has the only technical document is the social inquiry report, because he is called the social magistrate. Once he writes that technical document, he can recommend that we keep the child and go pass with the child through a particular pattern of re-education. And in case he doesn't have a parent, it doesn't work? Well, we are working. Yeah, we are working with NGOs, partners, who can identify and come in with certain basic needs to support the re-education process. En dehors de ceux qui viennent des familles dont on ne vous dit pas très souvent le comportement, quelles sont d'autres personnes? Est-ce que l'Institut est également ouvert aux personnes, ou peut-être les enfants de la guerre et autres, que vous devez resocialiser pour les remettre dans la famille? Yes, the aspect of children that have been enrolled in armed groups could be a future incident because of the recent occurrence of armed conflicts around the country. Initially, the missions of the Borstal Institute is to take in children who are delinquents, socially maladjusted, street children, and also children in conflict with the law. So when we get to children enrolled in armed groups, it is a different thing entirely. But the social affairs has as duty to contribute its own quota to the re-education of those children. As far as disarmament, the demobilization and many others, it belongs to the military arm of it. And there is a progressive way of doing that. Aujourd'hui, vous avez quand même vous travaillez avec le CNDDR. Yes. I would say the Center for the CNDDR have been planted in the premises of Borstal Institute for about 6 to 7 years, which is a major government decision to demobilize these armed fighters, reintegrate them socio-economically back to the community. So
Borstal Institute was the ideal place to keep them, to confine them. Now, during this period, the Borstal Institute was still existing side by side, the commission. Now, what we did was to take care of the re-education and re-socialization part of that training. So, in the course of their stay there has been a lot of issues. Since they are destructive, they are people who have held guns and done killing. So there have been a lot of modification of the center to the extent that the center has been dilapidated, so to speak. And we have the problems that I will enumerate very soon as time goes on. All right. Très bien. Vous êtes Super CTV, vous regardez Dynamiques Jeunes. Aujourd'hui, nous parlons de délinquance juvénile, des comportements déviants et de l'incivisme qui ont donc atteint la côte d'alerte. Depuis quelque temps, depuis le début de cette émission, on est à constater que les responsabilités sont quelque peu partagées et les uns et les autres devraient donc travailler en toute collégialité pour venir à bout du mal. Nous marquons une pause et nous revenons pour la deuxième partie de cette émission, au cours de laquelle nous allons parler des réalités même telles que se vivent au sein des institutions et si on ne va pas également épargner la société. Bien, quels sont les comportements qui amènent aujourd'hui à comprendre qu'ici, on est dans un cas d'incivisme, dans une situation d'incivisme, de délinquance ou de déviation? Professeur. Oui, je pense que la réalité quotidienne empirique offre une palette d'actes d'incivisme, d'actes délinquentiels. Et ces actes-là, on les retrouve dans tous les espaces. D'abord, l'espace public, trouble à l'ordre public. Vous avez là des actes de délinquance, des troubles à l'ordre public, comme il y en a eu lors de la dernière élection. Préélection présidentielle. Comme il y en a eu en 2018. Donc là, c'est les actes de délinquance. Lorsqu'on parle de pédopornographie, c'est-à-dire des images qui se baladent sur la place publique, ça c'est un acte de délinquance qui est réprimé par les lois de la République. Les agressions à main armée dans les écoles et puis dans les espaces domestiques, ça ce sont des actes de délinquance. Le vol à la tire, vous passez là au marché central et puis on vous soutire votre téléphone ou votre portefeuille, votre porte-monnaie. Ça, c'est un acte de délinquance. Et maintenant, l'incivisme, vous l'observez tous les jours, ou bien, oui, l'incivisme dans le désordre urbain. Le désordre urbain, le non-respect des feux de signalisation, les injures publiques. Imaginez, vous vous retrouvez, vous êtes dans votre voiture et le piéton vous demande d'enlever votre brouette. C'est-à-dire, c'est votre voiture. Donc, ça, c'est un acte d'incivisme. Donc, il y a... Bike riders. Ah, absolument. Professeur, dites-moi, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui peut motiver ce genre de comportement? Alors, il y a une palette, mais je vais quand même vous donner quelques grands traits d'explication. Vous savez que l'espace social, comme l'espace domestique, est compartimenté. C'est comme ça que à la maison, là, vous avez les chambres, vous avez les toilettes, vous avez le salon, vous avez la cour, vous avez l'arrière-cour. Ça, c'est la compartimentation de l'espace domestique. L'espace urbain est également compartimenté. Vous avez des quartiers résidentiels, vous avez des écoles, vous avez. Donc, ce qui peut donc motiver l'un des premiers ordres des raisons, c'est le non-respect de la compartimentation de l'espace social. C'est-à-dire que dans une maison, si le salon devient les toilettes, ça devient un problème. Lorsque la rue se transforme en toilette publique, ça devient un problème. Lorsque vous allez construire un hôtel ou l'auberge à côté d'un lycée, au motif que certainement il y a des élèves ou bien à côté de l'université, c'est le non-respect de cette compartimentation de l'espace social. Et puis un autre ordre des raisons,
c'est l'absence du surmoi. Le surmoi, c'est les règles. Les règles, c'est-à-dire les règles ont ceci de particulier qu'elles empêchent les pulsions, n'importe quelle pulsion, de se réaliser. J'ai envie de manger, j'ai envie de faire ceci, cela, tout ça. Et c'est le surmoi qui vous permet de réguler vos envies, vos désirs. Donc, ce surmoi-là, on peut le résumer au système normatif. Ça peut être le code civil, ça peut être le code pénal, ça peut même être les tabous traditionnels, ça peut être les lois des partis politiques, ça peut être les lois des églises. Donc, l'absence du surmoi, c'est-à-dire le surmoi n'existe plus lorsque les règles n'existent pas. Et puis, le troisième ordre de raisons, c'est la communication. La communication, nous avons une communication qui est poreuse, qu'on ne contrôle plus. Vous savez, les enfants sont tellement délicats, on ne devrait pas tout mettre à leur disposition. Ils sont en bas, nous on est en haut, et c'est pour ça qu'on les appelle les élèves. On les élève. Donc, les enfants ne doivent pas avoir tout à leur disposition. Et nous avons donc aujourd'hui un système de communication, et je parle de la communication globale, qui fait en sorte que les enfants soient, soient directement exposés, une exposition à ces communications. Et ils ne sont pas suffisamment protégés, et je crois que c'est ce qui pourrait expliquer. Et vous verrez que les sociétés qui sont véritablement regardantes sur cet aspect des choses-là font en sorte qu'il y ait moins de délinquance. Si vous permettez une autre raison, c'est que les enfants doivent garder l'humilité qui est liée aux jeunes avant qu'ils n'atteignent l'âge mature. Vous verrez que tous les enfants qui sont gâtés par la nature, les filles, elles peuvent être trop belles, les enfants intelligents ou bien les enfants fortunés, ces enfants-là, lorsque ils ne sont pas bien gérés par la société, finissent victimes des actes de délinquance. Je peux vous prendre des exemples en ce qui me concerne. J'ai fait l'école primaire, j'ai fait le lycée et j'ai fait l'université. Toutes les filles que nous pouvions belles, lorsque nous étions jeunes, ont pratiquement raté leur vie si elles ne sont pas mortes aujourd'hui. Parce qu'elles ont été victimes des appétits que vous ne pouvez pas imaginer. Tous les enfants qui étaient gâtés par les parents, l'argent, les boîtes de nuit, etc., les plus chanceux, entre guillemets, je crois qu'ils sont soit guitaristes, soit, je ne sais pas, chauffeurs. Donc, il faudra gérer ça. Dans nos familles, si vous avez un oncle ou une tante dont les enfants sont fortunés, l'entourage s'arrange toujours à ce qu'ils soient au premier rang. À ce qu'ils soient au premier rang, mais cela les détruit. C'est-à-dire des fausses louanges, tout ça, au bout du compte, les enfants se retrouvent. Donc, je crois qu'il y a vraiment un faisceau. Je ne suis pas exhaustif là-dessus. Madame le censeur, je me tourne vers vous. Voilà donc une école, le lycée bilingue d'application. Il y a toujours, quand on arrive, le règlement intérieur. On va dire, c'est la première casquette du gendarme. La deuxième casquette du gendarme va être le bâton. On essaie de manier avec la carotte pour former le citoyen de demain. Mais comment est-ce qu'on comprend que des comportements déviants naissent dans ces milieux-là pour desservir la société? Thank you for that very important question, Ekolle. I think that I started by saying the school is like a reformation center. So we don't spare any rot to correct the child. It is true, the saying goes, spare the rod and spoil the child. We all know that. If you want to pamper your child, children of today want facility. They want fast food, fast this, fast that. No. You go to buy food at a restaurant. I asked my daughter the other day, she went and bought food for 19,000. The traditional food. Do I know where they say, what is traditional food today? They want fast, they want to spend when they don't earn. And she said, don't spend when you don't earn. Don't speak when you don't understand what you're talking about. So the problem, we don't leave them. We punish them. It is true that Professor Nalova Lyonga, Her Excellency, the Minister of Secondary Education, has proscribed the rot in school. Mm-hmm. But I, an African mother who was brought up by the rot, I know my children, I know my younger ones. There's one of my sisters who the only thing you can do to
to help her change it, to beat her because she's afraid of the cane. Some you cancel them. So from the principal down to all the teachers in LBA, they already had a problem. One child, the principal herself seized the bag because she herself stands at the gate, the bag of a student. I don't want to call the name. Don't call it here. When she seized the bag and went and kept it in her office, at about 2 p.m., I personally go around all the time to check all my classes because I'm in charge of the bilingual class. Every day I go around at least twice to be sure that the students are being taught, to be sure that they're in class. So my students, when you come into any bilingual class, for example, the special bilingual education, they introduce, Madam, this one is not coming to class. Madam, this one did not come today. So there are 2 students absent, always absent, Madam. Even when they are in class, they disturb the teachers. You know, so I know about my students in my classes. I have 4 classes I'm controlling. So the principal sees this guy's boy. At about 2 p.m., I was just going around there. Each time I see students loiter around the principal's office, even parents, I want to find out what they are doing. Because the principal alone cannot receive the number of parents who come there every day. That's fair. So I asked this student, I asked, she was with her mother. I said, Madame, bonjour. Vous voulez prendre le sac de ma fille? I said, Madame, à 14 vous venez prendre le sac. Qu'est-ce qui s'est passé avec le sac? Madame le proviseur a pris son sac ce matin. Je dis, est-ce qu'elle a payé la scolarité? Elle dit non. Donc, on a saisi son sac, on a pris son sac parce qu'elle n'a pas payé. Et c'est comme ça qu'on fait avec tous les élèves. On a annoncé qu'on devait chasser tous les élèves qui n'ont pas payé. Et en les chassant, on prend les sacs pour qu'ils viennent payer et récupérer leur sac. Non, madame, mon mari a dit que je viens prendre le sac. OK. I went into the principal's office. I told her that, Madam, the child is in Form 5. This registration for the internal center ended on Friday. We were talking about this thing on Thursday. I called the parent. Give me a father's number. Le father said, oh, moi je travaille là, on a suspendu le salaire. Je dis, papa, la femme est à Form 5. L'inscription s'arrête demain. Pour le GCE. Pour le GCE. On a relancé pour le candidat libre. Okay. Oui, mais vous payez, après, à partir de demain le 6, on paye 5 000 francs aussi pour aider les parents. Pénalité. À comprendre cette nouvelle. 5 000 francs après une semaine, 10 000 après 2 semaines, 3 000. Le communiqué est déjà là par le GCE bot. C'est comme ça qu'ils font maintenant. Pour les retardataires. Retardataires, oui. Et c'est uniquement les candidats libres ne peuvent plus enregistrer comme internat. So I told this woman that, look, the child is for father any GC tomorrow. The way the woman was behaving is like whether the child goes to school or not. A girl child, imagine. I took the parents number and called. The father said, Madame, non, moi j'ai travaillé en suspendé. Je ne peux pas. Est-ce que je peux payer? A colleague with whom I was sitting just said, are you repeating? She said, yes. The woman was very angry. You know where I'm coming from. You know your background. The father said he has 4 children in that school. So he has not paid full fees or even one. So what happened is that I just called the parent. The father said, well, promise to pay by school. Even school fees, before the regime one, that was 52,700 because this is 20,000. I just, as a colleague was sitting with me hearing, she decides to pay the child's fees and this is why I'm waiting for the father to come in. And this. Tout ce que nous sommes en train de dire ici nous amène vers quelque chose. L'instauration, c'est d'abord une question d'éducation, mais surtout l'instauration de la morale. Hier, on parlait d'éducation civique. Il y a une certaine amélioration avec éducation à la citoyenneté, mais malheureusement, on est navré de constater qu'il y a des dérives. Où se trouve la limite, professeur? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que il faudra distinguer 2 choses. Il faudra distinguer la conception et l'application. Je vais prendre une métaphore gastronomique pour que vous me compreniez. Moi, je suis étonné. Et le mets traditionnel le plus prisé chez moi, c'est le coq. Je suis donc un chef de famille. Mon chef cuisinier, mon maître d'hôtel me dit, on va manger le coq aujourd'hui. Je dis, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'arachide, il faut l'eau, il faut le coq même, il faut. J'achète tout cela. Alors, lorsque j'arrive à midi ou le soir, le coq n'est pas là. Le coq n'est pas disponible. C'est à ce niveau. Pour dire quoi? Pour dire qu'au Cameroun, au niveau de la conception, de la prise en charge de la gestion, au niveau de la personnalité modale, tout a été fait. Et le Cameroun est mieux nanti que n'importe quel autre pays dans le monde. La preuve en est que la fête nationale de la jeunesse que nous célébrons le 11 février, là, ce n'est pas une fête internationale. Nous avons 7 ministères qui ont en charge l'éducation.
nous avons la société civile, nous avons les églises, nous avons la famille, nous avons une palette d'institutions. Donc, le problème ne se trouve pas au niveau du concepteur de cette orientation, de cette politique-là. Le problème se trouve donc au niveau Du chargé d'application. de ceux qui sont chargés d'application. De ceux qui sont chargés d'application. Et maintenant, on peut donc voir des poches de ce qui n'a pas marché dans ceux qui sont chargés d'application. Allons-y. On revient donc au niveau de l'ECO. Celui qui est chargé de faire le marché peut vous dire, ah vraiment, l'argent a disparu. Donc il y a des financements, des politiques de la jeunesse qui, la presse en parle, hein. La presse en parle. Donc il y a ce problème du financement des politiques d'encadrement de la jeunesse. Bon, ça c'est une poche. L'autre poche, c'est que celui qui prépare le coq peut ne pas avoir la technique de préparation. On lui a dit qu'il faut les ingrédients, il prend et les légumes et l'arachide, il met tout dans la marmite et ça ne va rien donner. Donc il y a donc l'ignorance. Et là, il faut donc questionner la qualité des personnes qui ont en charge la socialisation de nos jeunes, la ressource humaine. Et je pense qu'à ce niveau, nous devons avoir des observatoires qui parlent véritablement, qui portent véritablement leur nom, qui observent la jeunesse au quotidien. On a un observatoire national de la jeunesse dans notre pays. Oui, je dis on a un observatoire. Ça, c'est le concepteur qui a créé l'observatoire. Mais maintenant, ceux qui sont... L'observatoire porte son nom. Il observe. Et l'observatoire, en principe, devrait documenter avec des rapports semestriels ou des rapports annuels. Et c'est donc ça, ce travail-là, qui devrait permettre aux décideurs d'apprécier. Nous avons un observatoire. Bon, peut-être que je ne serai pas très critique, mais je pense que ce qui n'a pas marché, c'est... Monsieur le directeur, vous, quand on écoute le professeur, on se retrouve ici dans une question de curricula, de ce qu'il faudrait mettre sur pied pour avoir... Parlez-nous un peu de l'expérience, partagez-nous l'expérience du Bota Institute. Quand je voudrais que vous nous fassiez un peu le portrait ou l'itinéraire de formation, de suivi d'un enfant que vous avez accueilli et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Yeah. Thank you very much. I think I will start from where the most important cause of delinquency comes. And it is, the finger is usually pointed to parents. Correct. Parenting is one of the major causes of delinquency. And this is what brings me to the head of state's statement earlier on, that he is going to put a focus on women and the youth. It was not a mistake, because he knows that the women constitute the center of the family, so that when he takes care of the women, the mothers of the nation, subsequently the consequences will be that, the result will be that the children will be well groomed. So the failure of all of this to address this delinquency is at the level of parenting. There is harsh parenting, and there is also toxic parenting. Harsh parenting, when you punish a child beyond what the child has committed in the house. Toxic parenting, I bring only one example. When you seem to pamper your child, saying it is my child. Now, parenting has become now an individualistic thing. When we used to grow up, we know that when you give birth to a child, it's a child of the community. Anybody can flog that child, whip that child, and correct him. But now you want to whip a child, they will take you to court and say, leave my child alone, because you want to pamper. This one goes also to guardians. Parents don't want to keep their children. They carry their children, they live in the custody of guardians who instead mistreat these children. Children go through very harsh experiences with guardians. A guardian will give all the work to a child that was entrusted to him or her and does not involve his own children and seems to keep them at the side. Those are the beginnings of delinquency. And when we talk about this, parents need to come in. And when we are talking, as to borrow from what the professor just said, it is a whole lot of actors that are brought together. On parle de la chaîne. Yes, de la chaîne the upbringing of the child. From the family, to the school, to the church, to the state,
to the community, to the political party, everything that involves the youth, any organization in which the young person is involved, we ought to set up. Now, coming back to your question, Borstal Institute takes children 12 to 17 years to train them for 2 years. If we train them for 2 years and the re-education is not giving fruits, I write to the Minister of Social Affairs to give us an extra year so that this re-education will be complete. Now, when this application file is complete and we receive the child, from the time that the child enters the center, that's the first contact, we call that reception. The child is put into the first contact with the institutional milieu, where the child is observed, diagnosed, and all the components of re-education are evoked from observation, diagnosis, treatment, psychosocial reinsertion, socioeconomic reinsertion, and post-cure. When the child leaves, post-cure, that's the follow-up of the child after his experience in Borstal Institute. All of these elements are put together. The child is brought at the very beginning with the parents. We observe the parents and the child's behavior in that reception interview, and we assess the conformity of the application file. Once it is okay, we now entrust this child to an educator or a group of educators to further give a closer observation of the child in the course of time so as to better establish an individual intervention plan. Now, this general intervention plan is followed up by giving the child his bed, giving orientation on what to do in the center. Now, in the course of living in the center, we modify his behavior. If he has left school, because inside that application file, there is proof of schooling. Yes, school attestation. If the child had been schooling, the child has to go back to school because we will accompany the child. So if the child has not been to school, or to another school, the child has to attend a public school, and the school bus carries the children to the school that they have to attend, takes them from there and brings them back to the dormitory. So they are not allowed any space. So from there, in the course of that 2 years, we train them now on income-generating activities, skills which can make them live and have some revenue to take care of themselves. Since they want a life of facility, we have to teach them to work for the money. So we train them in auto mechanics. We have auto mechanic workshop. All right. We have a driving school in the center. We have a government bilingual primary school in the center of Borstal. We have the welding. We also have woodwork. And we have agro-pastoral section where we rear animals like fowls, pigs, and goats. There is also plant agriculture. And do they have the possibility to choose what they want to do? Or? Yes, from observation, because there's always a periodic, observation is done periodically, and the fiche de suivi is always filled to make recommendations. This child tends to have interest in this option and not the other option. So that before long, before 6 months, we should know where to orientate the child to. And when the child learns this, I bet you the child will be excellent at it because the educators and the instructors will take their responsibility. So far, how many pupils, can you say all these years, the number of trainees that you've had have really changed? Yes, thank you and very much. in which way, maybe when going back to their parents, you've got feedback from their parents or tutors from what they have received in the institution? Okay. Borstal Institute has trained since its inception more than 2,500 trainees. And many of them have been success stories. We have had children leaving Borstal Institute and having PhDs. We have had children leaving Borstal Institute being entrepreneurs. They own businesses and they have opened schools. I exhibited one in a 5 days open door events that I organized when I came in. So when we take the child, we don't
handle the child isolatedly. We are handling the child and training the child in synergy with the family and in synergy with some non-governmental organizations, and also in synergy with other ministerial departments that are implicated in the re-education of the children. I will not call all of them: secondary education, basic education, and many other MINPROF, MINFOF, and all of that. So all of these partners get together so that the inputs that come from each of them will help us in the effective re-education of the children. Well, in the socioeconomic reinsertion, yes, it is true that recently we had an annual conference of the Ministry of Social Affairs where we say strengthening social work and inclusive parameters for socially vulnerable children. That is scaling up. Scaling up means that to put into concrete terms the policy of the head of state concerning the youths. And we of the centers are called upon to be the implementers of that scaling up process that ought to take place. So we are really set to go, because right now, as I speak, we have 4 children who are already in the center after a long while that we have not kept children, and it is promising. We only have to say, as he said, financing of the implementation is always the problem, but I believe the state of Cameroon has been giving the Ministry of Social Affairs sufficient financial support, where we have the progressive rehabilitation of some blocks of dormitories in the center for now, even though it is so dilapidated. I will come to the problems that we have as we go on. Ce sera le dernier mot certainement. Yeah. Nous sommes bientôt vers la fin, nous sommes en train d'aller pratiquement à la fin de cette émission. Madame le proviseur et Madame le censeur, je vous souhaite d'être proviseur. Ça peut être de ceci. Bon, je voudrais savoir, nous sommes à parler ici de ce qu'on peut, c'est-à-dire que tout a été réglé, on a dit à cette responsabilité, chacun sait ce qui se fait et l'influence le professeur a dit tout l'itinéraire, départ, maison, chemin de l'école, arrivée à l'école, l'environnement de l'école, l'environnement même des familles, là-bas dedans se trouve tout le malheur. Est-ce qu'aujourd'hui, le civisme, la réhabilitation ou le retour du civisme à ses lettres d'hier, à ses lettres de noblesse, est-ce que c'est possible aujourd'hui à travers l'éducation? Well, before I answer your question, I just want to comment on one point that the Prof mentioned about the conceptor and the applicator. Yes, it's easy to conceive. If they give you an assignment to make a program for the 11th February, it's very easy. Now, when it comes to financing those projects, I'm talking particularly about education. The director just said here that he thinks that he's sure that the Ministry of Social Affairs is sufficiently financed. I doubt whether that's the same case with education. And the conceptors, I want to come back to that. You know, when they give you work to do, it's easy to do it. Now, the implementation is difficult sometimes because of the finances. I don't want to quote an institution which is supposed to give money to LBA. Until today, money for last year has not been given. And you expect us to work out our lungs to implement. Si vous me permettez aussi un commentaire de mon commentaire. Oui. Je vous assure, madame, l'éducation est capable de s'autofinancer. Je vais vous prendre un cas simple. Moi, j'ai fait le Thème, le travail manuel. Vous voyez, parfois, on vous dit, pendant 2 heures de temps, vous ramassez les bouts de papier. Mais pourquoi ne pas créer des chaînes de production, c'est-à-dire l'élevage des poulets, et tout ça, afin que 2 heures de temps, les enfants apprennent, ils s'accoutument à cela. Et ce sera un gisement important de ressources au sein des établissements. Yeah. C'est ce que je voulais dire. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Moi, j'en ai... Thank you very much. I will still be saying, as I was saying, that it is possible what you are saying. But it depends on the school environment. If you know my school, we just struggle. There is no fertile land there. It's wasteland. We have just struggled by all means. You can't even soil from somewhere to come before planting the cocoa that is growing in that school now. But remember, my school, or most schools, are public schools, and they're being controlled. The minister will tell you, don't allow a child to kneel down. That's a corporal punishment which is prescribed. Now, don't allow these children to work too much.
manual labor, you can pick papers and all of that. So you're not going to keep a child working outside, and the parents will come and attack you. My child doesn't work at home. Why do you want the child to work here? Je suis en train de dire que qu'on revoit au niveau de la conception, le concepteur qui dit voilà l'orientation que je donne. Et ça fait que les élèves peuvent s'accoutumer à ça et ils vont grandir avec cet aspect-là. Ceux qui font l'agriculture, ceux qui font la technologie et tout ça. Et à un certain âge, je crois que certains, comme cela se fait d'ailleurs dans bien d'autres pays, n'auront pas nécessairement besoin de faire de très longues études pour vivre. À certains moments, tu as ton brevet, tu as ton baccalauréat, tu peux déjà t'insérer à partir de ce que tu as appris à faire au secondaire. Donc ça, c'est au niveau, je ne dis pas que ce soit une initiative de vous en bas. C'est une initiative qui doit être prise en haut. We are even doing the LBA. If you go to my principal's office, you see students use waste material, these plastic bottles. They gather them from the town by cleaning the town. They melted them and molded bricks. So you enter my principal's office. They do it in my school. Très bien. We do that. Nous avons d'ailleurs vu les centres d'occupation, le chargé du développement du secteur de l'agriculture nous a montré comment vous étiez à préparer déjà les pépiniéristes et autres là pour aider le ministère de l'Agriculture et du Développement rural à faire quelque chose de précis. Pour ça, vous avez la parole tout à l'heure. Maintenant, je parle à l'anthropologue. Dites-nous, quels sont les mécanismes à mettre sur pied aujourd'hui pour juguler les questions de délinquance, les questions de déviance et les questions d'incivisme au sein de notre société? Ces mécanismes, on peut les prendre à 2 ou 3 niveaux. Le premier niveau, et c'est l'anthropologue qui parle, c'est la tradition. Nous avons au Cameroun 18 000 chefferies traditionnelles. Nous avons 875 chefferies de premier degré. Non, mais les chefferies de troisième degré, c'est 18 000. Premier degré, ça doit être autour de 800, 875, etc. Et ces chefferies sont dites traditionnelles, donc porteuses de traditions. Nous, on a été élevés par les traditions. Mais on s'est rendu au jour d'aujourd'hui, que certaines de ces traditions sont fortement érodées. Elles sont érodées. Il faudrait que les chefferies jouent pleinement leur rôle. Les villages, qu'on fréquente les villages, qu'un certain nombre d'institutions traditionnelles soient restaurées. Et je crois que ça, c'est une première piste. Les traditions, tenir compte des traditions. Je profite d'ailleurs de ce plateau que vous m'offrez pour dire que l'Université de Yaoundé 1, à travers le département d'anthropologie, a ouvert des formations certifiantes et des formations de master professionnel en ce qui concerne les traditions. Donc l'offre de formation est déjà là. Et je pense que si cet aspect des choses est véritablement suivi, il ne nous faudra pas plus de 2 ans pour que nous relevions le défi de la jeunesse, tout au moins en ce qui concerne les traditions. Le but de rechercher ici étant de redonner toute sa puissance à la société locale. À la société locale. Autre gisement de solution, c'est l'État. L'État, le civisme. Pourquoi pas le service militaire et ça revient même en Europe centrale. Le service militaire revient obligatoire pour des jeunes adultes. Donc, ça, c'est une solution. Ce sont de déciviliser les civils. Oui, l'autre solution, c'est le lyrisme. Nous devons apprendre à orienter nos enfants vers des activités lyriques positives. Lorsque j'étais à l'école primaire, nous chantions régulièrement. Le chant est important dans notre société. Il y avait des chants, il y avait une liturgie des chants tout au long de l'année scolaire. Le chant d'entrée quand vous entrez en classe, le chant de sortie, le chant du début d'année, le chant du milieu d'année et le chant de fin d'année. Parce que c'est tout cela qui nous rattache à un certain nombre de valeurs. Et il y a une éducation importante pour ce qui est de chants et tout ça. Il faudrait également dans notre société que nous créions des conservatoires qui n'existent pas. Il n'y a pas de conservatoire au Cameroun. Il en existe sous d'autres cieux. Et les conservatoires sont des outils importants dans les personnalités modales. Vous savez que la musique détourne beaucoup d'enfants et la musique agit au niveau de l'inconscient. Et il y a des chansons, par exemple, qui peuvent détourner des enfants et les amener à faire un certain nombre donc je crois que nous devons réfléchir au niveau stratégique. Maintenant, il faudrait
la levée de couleurs systématique dans nos établissements. Et puis, et là, c'est l'anthropologue culturel. Il y a une théorie, là, l'écologie culturelle, la connivence entre l'environnement et... Vous savez, nous avons un environnement qui est également érodé. Nous devons apprendre, par exemple, les environnements spécifiques comme les campus des écoles. On peut demander aux enfants à la rentrée de reboiser l'attachement à l'environnement, aux arbres, etc. Donc, je crois qu'il y a une palette de solutions, mais qui ne sont pas d'application difficile. Et quelle est la part de l'Église dans tout ceci? La part de l'Église, vous savez, l'Église est le reflet de la société. Moi, je suis catholique romain. Je ne voudrais pas être très critique vis-à-vis de l'Église. Je pense que l'Église ne fera que ce que la société lui demandera de faire. L'Église, c'est les hommes, l'Église, c'est les communautés. Et je pense que beaucoup parmi nous, je ne voudrais pas dire qu'elle est corrompue, mais beaucoup parmi nous tendent à travestir l'Église. Donc, respectons l'Église et je pense que le plus important à faire, c'est au niveau des familles, c'est au niveau des comportements individuels, mais c'est au niveau des appareils de coercition. C'est la coercition qui modèle les comportements. La coercition, la loi. Si la loi est appliquée, je pense que... Et puis, il y a des sanctions positives et négatives. C'est-à-dire, il faudrait que nous restaurions dans notre société les sanctions positives. Nous n'avons plus de tableaux d'honneur, nous n'avons plus de bourses. Et c'est ça qui montre aux enfants le bon exemple à suivre contre le mauvais exemple qu'il ne faut pas suivre. Parce que quand il n'y a pas de sanctions positives, les enfants peuvent se dire à quoi bon de faire du bien si nous serons tous logés à la même enseigne. À quoi... Oui, heureusement. Chaque trimestre. Et justement, puisque vous avez la parole, madame le professeur, maintenant je parle à une mère de famille qui voit les enfants tous les jours sortir. Ils sont peut-être envoyés au bénétariat, mais il y a une barre à côté de la maison. Il y a également tous ces influenceurs. Quel est le discours que vous tenez, ou alors qu'on devrait tenir aux enfants dans cet environnement qui, ma foi, est plutôt nocif? I think that what I do, or what parents should do, is that in spite of the distractions outside, I used to tell them how my mother brought me up. My father died about 42 years ago. I just buried my mother last week. And she kept on saying some proverbs. Man will not get tail, and God will drive and fly. God never give man punishment, we no get a solution. If your hands are clean, no evil thing sent against you will come to you, go back to sender. And I always tell my children this. My father died when I was about 8 years old, in class 4 in primary school. And I looked at my mother. In those days, we didn't have counselors in school. I looked at the house in the village. I said, no, this is not my portion to come and live in this kind of house in the village. So I'm going to study. I'm 8 years old. I'm going to study and study hard because it's only that education that will put food on my table, and it is putting food on my table today. My mother will struggle and sell her cocoa yams, sell her corn, and sponsor us in school. Yes. And I knew that God blessed me with that mother because she was... The words that came out of her mouth was love. I remember one day somebody was passing. Every time she sees somebody passing in front of her going to the farm, she will call that person to give food. I said, hey, Mommy, is this man going to your farm? That's what I asked her one day. She said, no, look at his face, he's hungry. When somebody's coming from the farm, because our house was just by the roadside, you ask my younger brother, because he was very energetic, to take that grandmammy, but mommy, she doesn't even know. Oh, she knew. You know that in the village, you know everybody. Climb that hill. If you cannot reach her house, at least climb this hill and help her. So I told my children that. I always tell them that, look. Le respect des normes. Yeah, respect. Faut respecter les normes. Doing the norm. Now, in few words, just tell us in few words, because we're not coming back to that. What is the most urgent thing that has to be done in order to curb juvenile delinquency and incivility? I think that if parents take up their responsibilities to know that a bad child will not only be a bad child to you, but to the society, they will take their responsibilities. I was telling some parents already that when a child gets bad, I try my best in school to counsel these children, to talk to them. I really see them changing. Because when a child becomes a delinquent in the society,
It's not only affecting the parents. When they want to break houses, they will not come to their parents' house. They go to our house in the society. We have heard situations where a child has gone to steal and missed the thieves have gone to steal somewhere and missed the door. So you see, everybody's at danger. When girls drop out of school because of unprepared pregnancy and all of that. But there's a factor that we didn't mention. Some teachers do harass pupils or students. Yes. Oh, yes. And they are also the reason why some children would decide to change their behavior. You see, there was a time in this country, some 24 or 22 years ago, when the authorities of education said they are recruiting all the last 2 batches that left high school. No children leave high school today until 21, 20. To go for training, they rejected those who had graduated from high school 3-5 years and above. I saw the number of children. In my school, I don't even want to go far. There's a young lady who came to teach. And she came to my office one day crying that, look, this student has disrespected me. The student has said she cannot, je ne peux pas respecter quelqu'un qui a l'âge de ma grande sœur. I had to go to class. It is her look, her age. Because you have to be determined. You have to have, garbage in, garbage out today. Yeah. Yes, that one is clear. We know how concours are. Donc, il faut stopper l'autorité de l'enseignant, l'autorité éducative à tous les niveaux. Yes. Monsieur le directeur, c'est bientôt la fin. Vous parliez tout à l'heure comment on vit à Borstal Institute aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez comme souci en un mot et qu'est-ce que vous voulez comme solution? Yeah, thank you very much. I would like to say that I mentioned earlier that resources are being sent to every ministry for implementation of policies. The social affairs is just one of these. And I don't think there is any ministry that has had enough of what it needs to address certain social issues or certain problems that need to be addressed. So the Ministry of Social Affairs is one of those ministries that needs even more intervention. Today, in Borstal Institute, the reality is this. Borstal Institute is just the opposite of what it was supposed to be. Borstal Institute has lost most of its land because of the growth of the city. So it is now found inside the middle of the city, whereas it was at the outskirts where re-education would have been effective. Now we are squeezed in by the community, by the growth of the city. So it is no longer good, it's no longer appealing to train a child in that situation, because either the children who are being re-educated can influence the community around, or the communities around can have their activities influence the re-education at the center. So with this problems that we have, the dilapidation of the place, we are thinking that a new Borstal Institute could be built that will answer the real name that goes according to the conceptus in 1965. So we are looking for a way of looking for land from the community where we can have cultivable land so that they can construct a new Borstal Institute, especially with a hike in delinquency, so that Borstal Institute can have enough capacity to accommodate these cases that we have already registered. Très bien, on a souhaité tout simplement. Just sorry, I'm sorry. Yes. What Prof said, we should go back to our cultural values. C'est ça. If you teach your children from home, the society will be a peaceful place to live in. Alors, professeur, elle vous a fait la fleur. Le dernier mot pour juguler les questions de déviance, d'incivisme et de délinquance au mieux. Quelle solution est-ce que vous recommandez? La solution que je recommande, c'est la solution du téléphone portable. Le téléphone portable est l'outil par excellence de production de la délinquance, de l'incivisme et de la déviance dans notre pays. Et moi, lorsque je vais punir mes enfants, c'est-à-dire, je leur interdis l'accès au téléphone. C'est une punition redoutable. Alors, on pourrait, par exemple, étendre, dilater cette solution-là à l'échelle nationale. Il y a des grands pays comme les États-Unis, qu'on se rend compte qu'une application pose un problème, l'État intervient pour réguler. Que dites-vous de la télé? Moins la télé que le téléphone portable, parce que le téléphone portable est individuel. Alors, si on décide de suspendre pour un certain nombre de temps les enfants, de suspendre l'accès des enfants au téléphone portable à cause des actes de délinquance qu'ils posent, je vous assure, ça marcherait. Si un numéro de téléphone est coupable
de déviance, de délinquance, on suspend le numéro. Et je vous assure, si la punition la plus redoutable pour un enfant aujourd'hui, c'est de l'éloigner du téléphone portable. Donc je crois que à ce niveau-là, la logique est un peu comme celle du vaccin, hein, à dire qu'on soigne le mal par ce qui cause le mal. Voilà. On soigne le mal par ce qui cause le mal. Il faut tout simplement respecter les règles établies, comme on dirait tout simplement respecter les commandements et les préceptes établis pour nous amener vers une société plus civilisée, une société équitable, une société tranquille qui marche vers son développement. Audray, c'est la fin de Dynamiques Jeunes. Exactly. Saison pour 2026. Exactly, Constance. Thank you very much, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, have a good day. Our programs continue on PRC TV. Goodbye. God bless you.